Bonjour à tous. Pour aujourd'hui, on va faire une vidéo avec des exercices qui portent sur les réactions de substitution nucléophile monomoléculaire, bimoléculaire et également sur le mécanisme d'élimination bimoléculaire. Donc la fiche de TD, vous pouvez la télécharger sur le Drive. Elle est constituée en deux parties. Une première partie qui sera vraiment là pour vous montrer les questions classiques, les plus simples, auxquelles il faut absolument savoir répondre. C'est des exos que j'ai pris dans un bouquin de BCPST. Donc les BCPST, eux, leur dominante privilégiée, c'est plutôt la biologie, ce qui veut dire que ce qu'on leur demande en chimie est un petit peu plus bas en termes de niveau que ce qu'on peut demander à des PCSI. Dans la deuxième partie, on aura des exercices un petit peu plus coriaces et on gardera ça pour une vidéo ultérieure. Alors, les exercices que je vais faire maintenant avec vous, j'ai pas repris les énoncés de façon à les redécouvrir et on va voir comme ça quelle est la méthodologie qu'on peut employer pour résoudre ces exercices. Alors, le premier porte sur les molécules de la famille des mercaptans. Donc, on nous dit que les mercaptans, aussi appelés thiols, sont les analogues soufrés des alcools. Si vous avez une bonne mémoire, hein, on les a déjà croisés dans la leçon C6L3. Très bien, donc déjà quand on nous dit ça, un alcool, on sait que ça a pour structure ROH, avec le fragment hydroxyle donc relié à un atome de carbone. Donc finalement, si on a un analogue soufré, étant donné que l'oxygène et le soufre sont dans la même colonne, ça veut dire qu'un thiol aura pour structure RSH. On nous dit ensuite que la plupart ont des odeurs très nauséabondes, ça c'est quelque chose d'assez caractéristique des composés du soufre. Donc odeur d'œuf pourri, et ils ont un rôle essentiel dans les mécanismes biologiques de tous les êtres vivants. On nous parle ensuite du méthane-thiol, CH3SH, donc bon, on a bien la bonne structure générale pour un thiol, est principalement utilisé comme intermédiaire de synthèse de la méthionine, qui est un acide aminé. L'éthane-thiol, CH3CH2SH, est un intermédiaire de synthèse de plusieurs produits phytosanitaires. Les produits phytosanitaires, c'est tout ce qui est molécules de la famille des fongicides, des pesticides, des insecticides, et peut être utilisé comme odorisant du gaz naturel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le gaz naturel, celui qu'on récupère dans les conduites de ville, c'est principalement constitué de méthane, qui est un alcane inodore. Et si on laissait les choses telles quelles, eh bien, dès qu'il y a une fuite de gaz, on ne s'en rendrait pas compte. Ce qui serait extrêmement dangereux, puisque évidemment, la moindre étincelle pourrait ensuite donner lieu à des combustions. Donc on rajoute dans les conduites de gaz naturel, pareil dans les bouteilles de butane ou de propane, on rajoute un composé à l'odeur très forte pour déceler au nez les fuites de gaz. Ok, on nous dit ensuite qu'une voie de synthèse des thiols aliphatiques, donc souvenez-vous, un composé dit aliphatique s'il ne contient que des atomes de carbone tétraédriques, et l'action d'hydrogénosulfure de sodium, donc on nous donne la structure, c'est un solide ionique constitué d'ion sodium, Na+, et d'ion hydrogénosulfure HS-, en excès, sur un dérivé halogéné des alcanes, chlore, brome, iode. Les dérivés halogénés des alcanes, on les notera dans la suite, RX, avec X du coup qui peut être chlore, brome et iode. Bon, ça c'est notre point de départ. Pour la première question, on nous demande de proposer une synthèse du butane 1-thiol en appliquant la méthode qui est décrite juste au-dessus. 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4, SH. Ça c'est la molécule qu'on souhaite synthétiser, le butane 1-thiol. Et on nous dit, d'après le petit paragraphe qui se trouve juste au-dessus, qu'on utilise des halogéno-alcanes sur lesquels on fait agir une solution concentrée d'hydrogénosulfure de sodium. Donc, vu qu'on a à la fin un fragment SH qu'on utilise HS-, on va commencer à placer donc, un réactif, un autre réactif. On obtiendra comme produit bien, celui qu'on souhaite former. On sait que du côté des réactifs, on va avoir l'hydrogénosulfite de... C'est ça, hydrogénosulfure peut-être? Oui, hydrogénosulfure de sodium, donc HS- et Na+. Et on va devoir utiliser comme réactif un halogénoalcane.
Bon, vu qu'il nous faut une chaîne carbonée à 4 chaînons, on va prendre comme substrat 1, 2, 3, 4 un halogénoalcane à 4 chaînons et lui mettre un groupe partant parmi ces trois-là, peu importe lequel, par exemple du brome. Quelle est la réaction qu'on va avoir ici? On va remplacer le brome par un fragment SH, c'est une substitution, et lorsqu'on va substituer le brome eh bien, du coup, par ion hydrogénosulfure, on va obtenir des sous-produits qui sont l'ion Na+, le contre-ion associé à la transformation, et un ion Br-. Donc voici comment est-ce qu'on peut synthétiser le composé présenté, et on peut même rajouter ici que ce composé-là doit être concentré. C'est ce qu'on nous dit juste au-dessus. Question numéro 2. Attribuer les qualitatifs convenables à la réaction précédente. Alors, est-ce que c'est une addition, substitution, élimination? Pour ça, il faut analyser le nombre d'insaturations et son évolution au cours de la transformation. Le nombre d'insaturations correspond au nombre de doublés non liants, pas de doublés non liants, de double liaison, de triple liaison, de cycles. On constate que du côté des réactifs, aucune insaturation n'est présente, aucune insaturation non plus du côté des produits. Pas de double liaison, ni de triple, ni de cycle. Par conséquent, au cours de la transformation, le nombre d'insaturations va être constant, et ça c'est caractéristique d'une réaction de substitution. On nous demande également de préciser s'il s'agit d'une oxydation, d'une réduction. Là ici on ne voit pas d'échange électronique, donc on ne va pas choisir ça. Est-ce qu'il s'agit d'une réaction acido-basique? Y a-t-il un échange de H+? La réponse est non. Et on nous demande de rajouter ensuite des qualificatifs tels que nucléophile, électrophile ou radicalaire. Il y a ici le fragment qui est substitué, c'est un atome de brome, il est remplacé par un ion hydrogénosulfure. Si on s'intéresse à la structure de l'ion hydrogénosulfure, il est isoélectronique que de l'ion hydroxyde. L'ion hydroxyde, voici sa représentation Lewis. L'ion hydrogénosulfure, c'est celle-ci. Par conséquent, c'est un composé nucléophile qui va venir remplacer l'atome de brome, et donc la réaction est une réaction de substitution nucléophile. Alors, pour la troisième question, on nous demande quelle propriété de l'ion hydrogénosulfure est mise en œuvre dans cette réaction. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, là on tourne un peu autour du pot. L'ion hydrogénosulfure, on a écrit sa structure juste ici. Il possède sur l'atome de soufre 3 doublés non liants. De plus, cet atome de soufre porte une charge formelle négative, traduisant un excès d'électrons. C'est donc un composé nucléophile. Question numéro 4, on nous demande pourquoi utilise-t-on l'hydrogénosulfure de sodium plutôt que l'hydrogène sulfuré de formule H2S? On va écrire les deux réactifs et les comparer. Et puisqu'il s'agit ici d'une réactivité de nucléophile, on va comparer ces deux molécules au regard de leur caractère nucléophile. Nucléophile, je vous rappelle, c'est la capacité à partager des électrons pour former des liaisons covalentes. Donc je remets ici la structure de l'ion hydrogénosulfure et de l'autre côté celle de l'hydrogène sulfuré, H2S. C'est l'analogue sulfuré de la molécule d'eau. Sur le composé de gauche, on remarque que le soufre porte 3 doublés non liants, c'est donc un site nucléophile, et on constate en plus qu'il y a une charge formelle négative qui traduit un excès d'électrons. Donc ce site est riche en électrons et assez partageur. Sur l'hydrogène sulfuré, on remarque que le soufre porte aussi des doublés non liants, ce qui fait de lui un site nucléophile également. Par contre,
il n'y a pas de charge formelle dans l'hydrogène sulfuré, donc le soufre n'est pas en excès d'électrons, il sera donc moins partageur, et on le voit puisqu'il n'y a pas de charge formelle. Donc au final, dans H2S, le soufre est nucléophile également, mais il va avoir moins tendance à partager des électrons, simplement parce que le soufre est lui-même entouré d'une densité électronique moins élevée. Ensuite, dans la question 5, on nous demande de proposer un mécanisme pour cette réaction, sachant que cette cinétique est d'ordre 2. Alors, on a déjà mis en évidence le fait que la réaction est une substitution nucléophile. On nous dit maintenant qu'elle est d'ordre 2. C'est donc un mécanisme SN2 que nous allons avoir à écrire. Étant donné qu'ici, le substrat sur lequel on travaille, on ne lui donne pas de caractéristiques stéréochimiques particulières, eh bien on n'a pas à prendre en considération ça. Donc on va juste remettre le substrat initial. On avait pris un atome de brome. Le réactif, c'est l'hydrogène au sulfure de sodium. Et pour écrire donc le mécanisme SN2, d'abord on regarde le substrat carboné. On constate qu'il y a une liaison carbone-brome, polarisée delta plus sur le carbone, delta moins sur le brome. Du côté droit, bien, on n'a pas une molécule, on n'a pas de composé organique, donc ce sera forcément le réactif. Et on a déjà mis en évidence que dans ce réactif, la partie intéressante, c'était l'ion hydrogène au sulfure qui porte la réactivité nucléophile. Donc, puisque celui-ci est un nucléophile, dans l'autre molécule, pour faire une réaction qui passe par un mécanisme SN2, il nous faut trouver un carbone électrophile. Celui-ci, on vient de mettre en évidence qu'il est électrophile, et il faut qu'il soit porteur d'un bon groupe partant. Est-ce que le brome est un bon groupe partant? La réponse est oui. On l'a vu sur l'échelle de nucléofugacité. Donc finalement, pour écrire le mécanisme, on va donc mobiliser un dédoublement liant de l'atome de soufre. Il va attaquer le carbone électrophile. Cette flèche verte correspond pour le carbone à la formation d'une nouvelle liaison avec l'atome de soufre. Et puisque le carbone ne peut pas faire plus de 4 liaisons, en même temps que celle-ci est en train de se former, une autre est en train de se rompre, c'est celle avec le groupe partant Br. L'acte élémentaire est a priori réalisable dans les deux sens. Et on obtient comme produit le butane 1-thiol plus Br- associé au contre-ion Na+. On s'arrête un instant pour compter les carbones, pour vérifier qu'au niveau des charges, tout est bon, qu'on n'a pas oublié d'éléments chimiques. Ici, ça paraît correct. Et n'oubliez pas qu'on peut ajouter au niveau de la flèche une représentation pour dire que c'est ici une réaction qui passe par un mécanisme SN2. Bien. Ok, donc ça cinétique. Ok. Donc question numéro 6, expliquez pourquoi il est nécessaire de mettre un large excès d'ion hydrogène au sulfure pour obtenir un mercaptan de façon quantitative. Donc dans cet exercice, je vous rappelle que les mercaptants, ce sont les composés du soufre. Donc pourquoi faut-il mettre un excès de réactif pour former le produit de façon quantitative? Là ici, vu qu'on essaye d'analyser le côté avancé, équilibré, quasi total de la transformation, sachez qu'on parle de thermodynamique de la réaction. Par conséquent, on doit raisonner ici sur une constante d'équilibre K standard. On avait vu au tout début d'année dans le chapitre 1 que lorsqu'une constante d'équilibre était proche de 1, eh bien on avait des proportions assez similaires pour les réactifs et les produits. Si jamais elle était très petite devant 1, on avait rétention des réactifs principalement, et si jamais elle était très très grande devant 1, on avait une transformation quasi totale avec beaucoup de produits formés. On avait également vu au cours du chapitre 1 qu'on pouvait déplacer les équilibres en mettant notamment
un excès des deux réactifs. Si jamais on place un excès d'hydrogène au sulfure, eh bien, lorsqu'on écrit l'expression de la constante d'équilibre, là ici on peut le faire, K0 en tenant compte du fait que la réaction est un équilibre, là ici on ne fait pas l'hypothèse que la réaction en sens retour n'a pas lieu, sinon on ne pourrait pas écrire de cas standard. Donc on a la concentration du thiol, que je vais noter RSH, multipliée par la concentration du groupe partant, que je vais noter GP, divisé par la concentration du substrat, RGT, fois la concentration de HS-. Toutes ces concentrations sont celles prises à l'équilibre. Ici, vous voyez que le sodium, d'un point de vue équation bilan, peut être considéré comme un ion spectateur. En tout cas, il apparaît du côté des réactifs et des produits, donc il n'apparaît pas dans l'expression de la constante K0. Bien, donc à partir d'ici, eh bien, si jamais on considère un état pour lequel on n'est pas à l'équilibre et dans lequel on a introduit un très large excès d'ion hydrogénosulfure, cet état ne sera pas décrit par K0, mais par le quotient réactionnel Q, défini par concentration du produit, concentration du groupe partant sur concentration du substrat, concentration de HS-. Et tout ça hors équilibre. Si on a une concentration pour HS- qui est très très grande, eh bien ça veut dire que le quotient réactionnel Q va être divisé par une valeur grande, donc il va être plutôt petit. Donc si on place ça sur un axe numérique, si on a la valeur de K0 par ici, en prenant une concentration très grande en hydrogène au sulfure, le quotient réactionnel sera plus petit que la constante d'équilibre, et du coup, l'évolution de la réaction va se faire en se déplaçant vers la constante d'équilibre, c'est-à-dire dans le sens direct, et on va pouvoir comme ça déplacer l'équilibre dans le sens de formation de beaucoup de produits. On aura ainsi une transformation quasi totale qu'on dit aussi quantitative. Bien, on continue avec l'exercice BCPST numéro 2. Alors, on nous dit cette fois qu'on étudie la réaction de l'iodure de sodium, donc iodure de sodium formule Na+, plus I-, sur le 2-bromobutane noté A, dont la structure est donnée juste en dessous. On utilise comme solvant l'acétonitrile CH3CN. Et là, une première information sur laquelle il faut s'arrêter. Le solvant en chimie organique est extrêmement important et on doit décortiquer qu'est-ce que ça implique d'utiliser de l'acétonitrile. Pour ça, on va donner ses caractéristiques. Est-ce que l'acétonitrile est un solvant polaire? La réponse est oui. Est-ce que c'est un solvant protique? Eh bien, l'azote peut récupérer des liaisons hydrogènes, mais il n'y a pas de fragment capable de donner des liaisons hydrogènes, donc le solvant est aprotique. Et puisqu'il est polaire, il sera probablement également dissociant, puisque les solvants polaires vont favoriser l'apparition des ions, puisqu'ils les stabilisent par des interactions ion-moment dipolaire. Donc juste en dessous, on nous donne un schéma réactionnel que je vais réécrire. On prend la molécule A, on la fait réagir avec l'iodure de sodium, on considère une transformation produisant B, avec ici un atome d'iode, plus Na+, et Br-. Ok, première question.
On nous demande quel est le type de réaction impliqué. Alors, quand on n'a pas trop d'idées, en chimie organique, on a vu que le nombre d'insaturations était notre allié pour déterminer le type de réaction. Concernant ce nombre d'insaturations, eh bien, dans le substrat A, pas de double liaison, ni de triple, ni de cycle. Le nombre d'insaturations vaut 0. Dans l'iodure de potassium, même chose, pas d'insaturation. Du côté des produits, toujours aucune insaturation. Ce nombre est donc constant au cours de la transformation. On est donc sûr que c'est une substitution. Ensuite, quel type de substitution? Vu qu'on en a seulement que des substitutions nucléophiles au programme, vous devez vous dire c'est sûrement une substitution nucléophile, on va le justifier. Le brome va jouer ici dans le substrat A le rôle de groupe partant, et il va être remplacé par l'ion iodure I- portant 4 doubles non-liants, qui a bien une réactivité de nucléophile. Donc c'est une substitution nucléophile. Si c'est une substitution nucléophile, ça ne va pas être une réaction acido-basique, ni une addition, ni une élimination. On ne peut pas avoir plusieurs catégories pour la même transformation. Question numéro 2. On nous dit que cette réaction effectuée avec le composé A de configuration absolue R, et là on commence à parler de stéréochimie. En effet, dans la molécule A, il y a un carbone asymétrique, celui qui est ici, et donc il va pouvoir être décrit suivant la position dans l'espace des groupements, soit par le descripteur R, soit par le descripteur S. Okay, donc on prend A de configuration R, et on nous dit qu'on arrive au dérivé B de descripteur S. On nous demande d'écrire le mécanisme de cette réaction et de préciser l'aspect stéréochimique. Alors, pour commencer à répondre à cette question, eh bien, il nous faut écrire la molécule A avec le bon descripteur. Pour ça, on commence par placer la chaîne carbonée et il faut ensuite préciser la position dans l'espace du brome. Est-ce qu'il va être vers l'avant, vers l'arrière, ce qui donnera du coup la position de l'atome d'hydrogène. On sait que dans les règles CIP, on arrive à voir facilement le descripteur lorsque le groupement numéro 4, qui sera ici l'atome d'hydrogène, est placé à l'arrière. Donc, je choisis de façon arbitraire de mettre l'hydrogène à l'arrière, ce qui du coup appose un brome à l'avant. Au passage, vous constatez que pour le carbone asymétrique, que je mets ici en évidence avec la petite étoile, il a deux liaisons dans le plan, une vers l'avant et une vers l'arrière. Donc, il a bien une géométrie tétraédrique. Quelle serait la priorité, selon CIP, des groupements reliés à ce carbone asymétrique? Le premier, celui qui a le numéro atomique le plus grand, c'est le brome. Celui qui a le numéro atomique le plus petit, le quatrième, c'est l'hydrogène. Il nous reste sur la droite une chaîne éthyle, sur la gauche une chaîne méthyle. Les éthyles sont prioritaires sur les méthyles, donc le fragment ici sera numéro 2 et celui-là numéro 3. Si je fais la représentation de Newman du carbone vers le numéro 4, donc c'est comme si je plaçais mon œil juste devant le tableau et que je regardais dans l'axe carbone-hydrogène, on observe ceci, le brome qui est ici en haut, le fragment éthyle en bas à droite, le méthyle en bas à gauche, et quand on tourne dans le sens 1, 2, 3, on constate que, une fois arrivé en haut du cercle, la flèche va vers la droite, donc le descripteur stéréochimique associé, c'est le descripteur R. Et on nous demandait d'avoir le réactif de descripteur stéréochimique R, donc là j'ai eu un coup de chance, j'ai décidé de mettre l'hydrogène vers l'arrière, et coup de chance donc, ça correspond bien au substrat avec lequel on travaille. On nous dit que le produit, lui, va être de descripteur S. Alors, analysons un petit peu ce qui va se passer du côté du produit. Tout d'abord, il existe un atome de carbone asymétrique qui est localisé au même endroit sur la chaîne. C'est le carbone numéro 2. Si jamais on veut un descripteur S, comment est-ce qu'on peut faire pour raisonner assez rapidement? Le brome et l'iode, selon CIP, vont avoir le même classement, parce que leurs numéros atomiques sont tous les deux plus grands que ceux des carbones et de l'hydrogène. Donc si on veut avoir un descripteur S pour le composé B, on reprend la chaîne carbonée, et cette fois, au lieu de mettre l'halogène vers l'avant, on va le mettre à l'arrière,
et ce sera l'hydrogène qui sera à l'avant. Donc là, grâce à ce raisonnement, je n'ai pas besoin de refaire CIP, etc. Je sais déjà que la molécule, telle qu'elle, a pour descripteur stéréochimique S. Ok. Qu'est-ce qu'on nous demande ensuite dans la question 2? On nous demande d'écrire le mécanisme de la réaction et préciser l'aspect stéréochimique. Donc maintenant qu'on a la structure du substrat et du produit, eh bien, le mécanisme va être écrit rapidement. Donc je place le substrat, je mets bien mes doublés non liants sur l'atome de brome. Le réactif, c'est l'ion iodure. Pour faire une réaction qui va inverser la position du groupe partant et du nucléophile, eh bien, il faut faire un mécanisme de substitution nucléophile bimoléculaire, celle qui se passe avec une attaque dorsale. Et donc là, ici, l'ion iodure va attaquer en arrière de la liaison carbone-brome. Le brome, lui, va partir. Je vais peut-être mal dessiner l'attaque dorsale, je vais plutôt la dessiner comme ça. Et du coup, on obtient du côté des produits, selon un acte élémentaire a priori renversable, l'iode qui va être ici à l'arrière, et un ion bromure. On s'arrête un instant pour recompter le nombre d'atomes de carbone, pour vérifier qu'on n'a pas oublié d'autres éléments chimiques, pour voir si la charge est bonne. Ici, tout va dans le bon sens. Au passage, on peut rajouter sur la flèche qu'il s'agit ici d'un mécanisme SN2. Ce qu'on a écrit ici, c'est quelque chose que vous devez retenir. Ça, c'est un exemple sur lequel vous allez pouvoir souvent travailler. Lorsque vous avez comme ça, sur une chaîne carbonée, un groupement qui est le groupe partant, qui pointe soit vers l'avant, soit vers l'arrière, s'il y a une réaction qui passe par un mécanisme SN2, le produit, eh bien vous remettez la même chaîne et vous changez simplement la position de la liaison. Si elle est initialement vers l'avant, vous la mettez vers l'arrière, et réciproquement, et vous aurez comme ça la bonne stéréochimie pour le produit. En ce qui concerne la réaction, on nous demande également de parler de l'aspect stéréochimique. Eh bien, on avait initialement un composé R à 100%, on obtient le composé S à 100%, donc grâce à ce qu'on dit ici, eh bien, on peut préciser que la transformation est stéréosélective à 100%. Question numéro 3, on demande de représenter le complexe activé et l'état de transition du système réactif. Donc pour cette question 3, on reste sur l'aspect stéréochimie. Alors, pour avoir le complexe activé, c'est bien ça, on commence par mettre les crochets, le double bel pour préciser qu'il s'agit d'une structure hypothétique, et ensuite, bien, pour bien voir apparaître les choses, il va falloir prendre le substrat avec un bon angle de représentation. Si je commence par redessiner la structure du substrat telle que nous l'avions mis, on avait ceci avec c'était un brome qui pointait à l'avant. Si jamais je fais une rotation autour de la liaison qui est ici, et que je m'arrange pour mettre le brome dans le plan, je vais donc avoir comme structure pour la molécule une conformation qui est celle-ci. Donc là, si le brome qui était à l'avant part dans le plan, le méthyle qui était dans le plan va partir derrière.
Et le fait de mettre le méthyle derrière, ça permet de mettre en évidence donc la liaison carbone groupe partant qui va être ensuite, vous le savez, attaquée par le nucléophile en dorsale. Donc si je reprends ça pour le complexe activé, on a le brome qui va être par ici. La liaison carbone-brome est en cours de rupture, je vais la dessiner en pointillé rouge. Le fragment méthyle à l'arrière, lui, sa liaison n'est pas en cours de rupture, donc je la dessine en bleu. Et du côté dorsal, on va avoir formation de la liaison carbone-iode. Je la trace en pointillé vert. On a ici l'iode et le tout est au global chargé -1. Alors ensuite, on nous parle d'une autre réaction. On nous dit qu'on étudie la réaction de l'iodure de sodium, Na+, et I- sur le composé C, dont on nous donne la structure, et on travaille en proportion équimolaire, c'est-à-dire qu'on a des concentrations initiales égales pour le substrat C et pour l'iodure de sodium. Le solvant est l'éthanol. Alors l'éthanol, encore une fois, un solvant qui va nous donner une information. On doit prendre cette information. Il s'agit d'un solvant qui va être polaire, protique et dissociant. Dans la question numéro 4, on nous demande quel est le type de réaction, sachant que l'équation de la vitesse s'écrit comme le produit d'une constante cinétique par la concentration du substrat C et rien d'autre. Donc là, on nous dit que la vitesse de la réaction s'écrit K fois concentration de C. On a une transformation qui est monomoléculaire. Là, pour l'instant, eh bien, c'est pas très dur puisqu'on a vu un seul mécanisme monomoléculaire, c'est le mécanisme SN1. Est-ce qu'on reconnaît une substitution nucléophile sur ce qui est écrit au-dessus? Eh bien, si vous regardez la structure du substrat C, il est relié à un atome de brome, qui est un groupe partant, et dans l'iodure de sodium, il y a l'ion iodure, qui est un nucléophile, et effectivement, on a bien une substitution nucléophile de Br par l'ion I-. Donc, mécanisme SN1 pour cette transformation. Au passage, c'est parce qu'on a un passage par un mécanisme SN1 que dans le composé D, on ne voit pas apparaître de liaison vers l'avant et vers l'arrière. On nous demande d'écrire le mécanisme impliqué dans la question numéro 5 et d'indiquer la géométrie du ou des intermédiaires réactionnels, préciser l'étape cinétiquement déterminante et justifier la stéréochimie finale du produit D. Ben justement, cette stéréochimie, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas de liaison précisée à l'avant ou à l'arrière, ça veut dire qu'on ne la connaît pas. Alors allons-y pour le mécanisme. Donc le substrat, je vais prendre des notations abrégées par rapport à celles qui sont données ici. On a le brome qui est là-haut, à l'avant un fragment propyle, c'est le fragment C3H7, à l'arrière un fragment éthyle, C2H5, et sur la gauche c'est un fragment méthyle, CH3. Étant donné qu'on a mis en évidence qu'il s'agit d'un mécanisme SN1, on sait qu'il se déroule en deux actes élémentaires. Dans le premier, le groupe partant s'accapare les électrons de sa liaison avec le carbone delta+, et une rupture hétérolytique de la liaison a lieu. Donc là, ici, le brome récupère les deux électrons. On va obtenir au cours d'un acte élémentaire renversable l'ion Br-. Et le carbone, qui est ici fonctionnel, lorsqu'il perd une liaison, il devient AX3E0, donc plan, et on forme un carbocation. Donc je vais représenter le carbocation dans le plan du tableau. En faisant attention de respecter la disposition des groupements, donc je vais mettre éthyle en haut, propyle à droite et méthyle à gauche. Cet acte élémentaire est forcément renversable puisque les produits auxquels on aboutit, et surtout le carbocation, il est très instable et il va pouvoir réagir à nouveau avec l'ion bromure pour redonner le système réactif. Cependant, le carbocation peut aussi avoir une autre évolution, c'est le deuxième acte élémentaire.
Et donc lorsqu'il rencontre un ion iodure, il peut être attaqué par l'ion iodure qui va former une liaison carbone-iode. Ce deuxième acte élémentaire, on l'avait dit dans le cours, il est plutôt non renversable, donc vous pouvez soit mettre seulement une flèche vers la droite, ou alors l'autre flèche comme ça entre parenthèses, ou à voir. Et donc le produit auquel on aboutit, ce sera celui-ci. La question c'est où est passée l'information stéréochimique? Je m'explique. Là ici on voit qu'on avait un propyle vers l'avant, un éthyle vers l'arrière et un méthyle dans le plan. Lorsqu'on forme le carbocation, les trois groupements se retrouvent tous coplanaires. Donc finalement, lorsque l'iode attaque au niveau du carbocation, vous vous souvenez, l'attaque va être réalisée de façon équiprobable selon les deux plans du carbocation. C'est ce qu'on avait noté dans le cours AEP pour attaque équiprobable. Ce qui veut dire que, j'ai oublié de mettre les substituants qui sont ici, propyle, éthyle et méthyle. Et donc ça veut dire que l'iode a 50% de chance d'attaquer par une phase du carbocation, ce qui va donner un carbone asymétrique avec un certain descripteur stéréochimique, et il a 50% de chance pour attaquer par l'autre phase du carbocation. Je vais écrire ça sur la droite. Les deux produits auxquels on aboutit sont les deux que je vais mettre ici. Donc, soit on aura carbone avec l'iode qui a attaqué par le haut, et on aura méthyle, éthyle, nous on avait dit propyle ici, éthyle, et l'autre produit, c'est lorsque l'iode aura attaqué par le bas, dans ces deux molécules, il y a à chaque fois un carbone asymétrique, qui est celui-ci. Et puisque l'attaque de l'ion iodure est équiprobable de chaque côté du plan du carbocation, on peut affirmer qu'on a 50% de ce produit-là qui est formé, 50% de celui-ci qui est formé. Donc on pourrait très bien écrire sur sa copie que ce composé-là, il comporte certes un carbone asymétrique et il est obtenu sous la forme d'un mélange racémique. Mélange racémique, c'est un mélange équimolaire de deux énantiomères. Et là ici, vu qu'on a un unique carbone asymétrique, il s'agit bien d'un mélange d'énantiomères qu'on obtient. Alors, on nous demande de préciser l'étape cinétiquement déterminante. Pour une réaction qui passe par un mécanisme SN1, la formation du carbocation est toujours l'étape cinétiquement déterminante. C'est donc celle-ci. Pourquoi? Eh bien, on peut faire un retour sur la théorie du complexe activé. Pour cet acte élémentaire-là, l'énergie d'activation va être très élevée. D'après la loi d'Arrhenius, si l'énergie d'activation est très élevée, la constante cinétique va être faible, et donc la vitesse de l'acte élémentaire 1 dans le sens direct va également être faible. Est-ce qu'on a tout répondu ce qu'il y avait pour la question 5? Et donc justifie la stéréochimie du produit D, ça on l'a dit, c'est un mélange racémique. Question numéro 6, est-ce que la réaction, celle-ci, est stéréosélective? Eh bien, on remarque que cette transformation mène à la formation de deux produits stéréoisomères de configuration. Cependant, les deux produits sont formés en des proportions rigoureusement exactes, ça vient du fait de l'attaque équiprobable. Par conséquent, cette transformation n'est pas sélective, n'est pas stéréosélective. On continue avec l'exercice numéro 3.
Alors, dans cet exercice, on nous dit qu'on s'intéresse au 2-chloro-3-phénylbutane. Bon, on prend déjà un instant pour essayer de dessiner la molécule. Le nom qui est au centre, la bute, nous dit qu'il y a 4 atomes de carbone dans la chaîne principale. Si on la numérote de la gauche vers la droite, 1, 2, 3, 4, on aura un chlore porté par le carbone numéro 2 et un phényl porté par le carbone numéro 3. Phényl, je note pH, vous vous souvenez, ça correspond à ceci. Donc, on nous dit qu'on traite le stéréoisomère de configuration 2R, 3R. Donc, lorsqu'on nous dit ça, ça veut dire que le carbone numéro 2 doit avoir pour descripteur stéréochimique R, et le carbone numéro 3, lui aussi, doit avoir pour descripteur stéréochimique R. Donc, on traite ça par de la soude. On nous rappelle gentiment que c'est de l'hydroxyde de sodium. Et on nous dit qu'on place ça donc dans un mélange d'éthanol chauffé à reflux pendant 16 heures. Okay. Concernant donc le solvant, l'éthanol, on l'a rappelé tout à l'heure, je vous laisse le réécrire, c'est un solvant qui est polaire, protique et dissociant. Dissociant donc, il favorise la formation d'ions. On nous dit qu'on chauffe à reflux. Donc ça veut dire qu'on travaille à température élevée. L'éthanol, quand il est à reflux, il est à 78 degrés Celsius. Donc ça veut dire que température élevée, on pense à la toute dernière partie de la leçon, on va donc favoriser des réactions d'élimination. On nous dit aussi que la réaction dure 16 heures. 16 heures pour une transformation chimique, c'est assez long. Ça veut dire qu'on la lance le soir et on la récupère le lendemain matin. Et encore une fois, pensez à la toute dernière partie du cours. Lorsque la durée de réaction est élevée, ça veut dire qu'on laisse le temps aux équilibres thermodynamiques de s'installer, ce qui est encore une fois favorable aux éliminations. Donc rien qu'en ayant lu la première partie de l'énoncé, sans même avoir regardé les questions, on sait déjà qu'on nous aiguille ici vers une transformation d'élimination. Et en effet, le réactif avec lequel on va travailler, c'est la soude, l'hydroxyde de sodium Na+, plus H-, que vous avez l'habitude d'utiliser pour faire comme réactif basique. Quand on fait par exemple des titrages acido-basiques. Ok, donc première question, donner les structures moléculaires et nommer les 3 produits d'élimination. Ok, on ne s'était pas trompé dans notre analyse. Préciser quel est le produit majoritaire en donnant la règle qui permet de le prédire. Bon alors, avant de donner la structure des 3 produits, ce que je vous propose de faire, c'est peut-être de finir de détailler la structure du substrat. Parce que là, pour l'instant, j'ai mis que les 2 carbones asymétriques doivent être de descripteur R, mais si je ne place pas de liaison dans l'espace, je n'ai pas de moyen de le savoir. Donc, comme tout à l'heure, on va faire des tests et voir si ça fonctionne. Si je mets ici le chlore vers l'avant et l'hydrogène vers l'arrière, là on aura le fragment phényl. Si on classe les groupements selon CIP autour de ce carbone asymétrique, celui de gauche, on va avoir pour le chlore numéro 1, l'hydrogène numéro 4, le carbone de droite numéro 3 et carbone de droite numéro 2 et le méthyle numéro 3. Donc là, quand on tourne dans le sens 1, 2, 3, on tourne dans le sens R, donc ça, c'est bon. Concernant l'autre fragment de la molécule, donc là, on sait que le chlore est à l'avant. Si je mets le phényl à l'avant, j'aurai l'hydrogène vers l'arrière. Et encore une fois, on classe selon CIP pour le carbone asymétrique de droite, cette fois. Le fragment numéro 4, ce sera l'hydrogène. Le fragment numéro 1, ce sera ce carbone-là, vu que si on passe par arbre de ramification, je vous laisse le faire en autonomie. Si jamais vous avez des problèmes, vous me contactez. Si on regarde la ramification du groupe phényl, on ne rencontre que des carbones de numéro atomique 6.
Si on regarde la ramification de celui-ci, on arrive sur un chlore de numéro atomique plus élevé. Donc le chlore et sa ramification vont être prioritaires face au fragment phényl. Donc là ici, numéro 1, celui-là numéro 2 et celui-ci numéro 3. Lorsqu'on tourne dans le sens 1, 2, 3, puisque le groupement 4 est vers l'arrière, on obtiendrait un descripteur S. Donc là, j'ai pas eu de chance, je me suis trompé. Pour avoir le bon descripteur, il faut mettre le phényl à l'arrière. Donc là, cette structure correspond au substrat 2R, 3R, avec lequel on nous demande de travailler. On garde ça en tête et on nous demande dans la première question de donner les structures et de nommer les 3 produits qu'on peut obtenir. Donc vu qu'on fait de l'élimination et que pour l'instant on a en notre connaissance que l'élimination E2, on va se baser sur le mécanisme de bêta-élimination E2. Je vais reprendre la structure du substrat. Et on va repréciser les notations qu'on avait mises dans le cours qui vont nous aider à écrire la structure des produits. Tout d'abord, le carbone qui porte le groupe partant, on l'avait appelé le carbone alpha. Ici, on prend un instant pour regarder la molécule. Il y a un seul et unique atome qui peut jouer le rôle de groupe partant, c'est le chlore. Comme tous les halogènes, c'est un groupe partant. Par conséquent, le carbone auquel il est relié, ce sera le carbone alpha. Les carbones voisins du carbone alpha sont des carbones bêta. Il y en a 2, un à gauche et un à droite. Je vais appeler le carbone de gauche bêta 1 et le carbone de droite bêta 2. On se souvient aussi que lorsqu'on fait un mécanisme E2, il est absolument indispensable que l'hydrogène éliminé et le groupe partant soient en position antipériplanaire. Ok, essayons de voir quelle réaction on va avoir si c'est le carbone, si c'est un des hydrogènes du carbone bêta 1 qui va réagir. Donc premier mécanisme. Puisqu'il faut faire attention à la caractéristique antipériplanaire, vous voyez que le fragment méthyle, je l'ai développé avec une représentation de Cram qui permet de voir dans l'espace la position des hydrogènes. Là ici, si le chlore est à l'avant, c'est peut-être un petit peu difficile de voir quels sont les atomes d'hydrogène qui lui sont antipériplanaires. Donc ce qu'on peut faire, c'est jouer sur la libre rotation autour des liaisons carbone-carbone pour obtenir une conformation un petit peu différente dans laquelle le chlore va être représenté dans le plan de la représentation. Et donc là, j'ai fait 2 rotations autour des liaisons carbone-carbone. Une première ici à droite pour faire passer le chlore de l'avant jusqu'à dans le plan. Et une autre rotation autour de l'autre liaison carbone-carbone qui est à gauche, de façon à mettre un hydrogène en antipériplanaire du chlore. Donc lorsqu'on est avec cette conformation, le mécanisme E2 peut avoir lieu. Et si on fait intervenir l'ion hydroxyde, qui va jouer ici le rôle de base,
Eh bien, les déplacements électroniques concomitants vont avoir lieu. L'hydrogène est capté par la base, les électrons se rabattent entre les atomes de carbone pour former la double liaison caractéristique de la fonction Lcn, et le groupe partant s'en va. Donc là ici, la première flèche correspond à un changement de conformation, et la deuxième flèche au mécanisme E2. Les produits auxquels on va aboutir sont, là ici, sur la gauche, on va faire un fragment CH2 doublement lié au carbone qui est là. Et sur la droite, on ne change rien, il y a le phényl qui est toujours là et qui part toujours à l'arrière. En ce qui concerne les sous-produits obtenus, eh bien, on a l'acide conjugué de l'ion HO-, c'est la molécule d'eau. Et on a aussi l'ion Cl-, le groupe partant. On nous demandait de donner le nom des différents produits. Alors celui-ci, si on devait le nommer, on commence par numéroter la chaîne. 1, 2, 3 et 4. C'est donc un dérivé du but N, vu qu'on a une double liaison carbone-carbone. C'est même un dérivé du but 1N, avec sur le carbone numéro 3, un fragment phényl. Donc je vais noter son nom ici en bas à gauche. C'est un dérivé du but 1N. On a sur le carbone 3 un phényl, donc ce sera du 3-phényl but 1N. Et si on ne donne que ce nom-là, on ne connaît pas la stéréochimie du carbone numéro 3, donc il faut préciser avant le nom qu'il s'agit du 3R, 3-phényl but 1N. Donc voici pour le premier produit. On continue ensuite notre analyse. Donc, concernant le carbone bêta 1, là j'ai choisi arbitrairement de faire réagir cet hydrogène-là. J'aurais pu choisir l'autre ou le troisième, ça ne change rien, puisque dans un groupement méthyle, il y a une libre rotation très rapide qui fait que les trois hydrogènes sont indiscernables et mèneraient tous les trois au même produit qu'on a écrit. Regardons maintenant ce qui se passe si ce sont les hydrogènes du carbone bêta 2 qui réagissent. Alors, pour le carbone bêta 2, j'ai dit les hydrogènes, mais il n'y a qu'un seul hydrogène porté par le carbone bêta 2. Donc, j'ai repris la structure du substrat, j'ai noté ME, les deux fragments terminaux. Là, ici, j'ai rajouté également pour les deux atomes de carbone asymétriques, les fragments qui sont pour celui-là vers l'arrière, et là, l'hydrogène qui est vers l'avant. Lorsqu'on analyse sur cette représentation moléculaire la position du groupe partant, il est ici vers l'avant. C'est difficile de voir dans quelle position cet hydrogène sera en antipériplanaire. Le plus simple, c'est de tout mettre dans le plan de la représentation. Donc là, ici, je m'arrange pour avoir ce motif dans le plan de la représentation. Et pour passer de la représentation de gauche à celle de droite, on fait en fait une rotation autour de la liaison carbone-carbone qui est au centre. Et donc, regardez bien par exemple pour le carbone de gauche, là ici on a trois liaisons. Si le chlore était initialement à l'avant et que je le veux dans le plan, il faut que je le ramène un petit peu à l'arrière, ce qui va amener l'hydrogène là ici sur le bas, et le méthyle qui initialement est dans le plan va passer à l'avant. De façon analogue, pour le carbone de droite, eh bien, si je ramène cet hydrogène initialement à l'avant dans le plan, le phényl qui était ici en bas à l'arrière va passer là en haut à l'arrière, et le méthyle qui était dans le plan va venir à l'avant. Donc, on peut rajouter sur la ligne, sur la flèche, que là ici, c'est de la conformation qu'on fait. C'est pas de la réactivité chimique. Et pour avoir la réaction d'élimination, on fait maintenant intervenir l'ion hydroxyde. L'ion hydroxyde qui va venir capter le proton éliminable.
3 déplacements électroniques concertés, et on va former du coup une molécule d'eau, comme tout à l'heure, un ion chlorure, qui est le groupe partant, et on va également former un alcène, dont on connaît du coup la stéréoisomérie, puisque on a la position dans l'espace des groupements. On voit que là, les deux méthyles sont tous les deux du même côté, et de l'autre côté, on aura l'hydrogène et le phényl. Par conséquent, on a ici un alcène dont le descripteur stéréochimique est un descripteur E. C'est un descripteur E puisque sur la gauche, entre méthyle et hydrogène, c'est le méthyle qui l'emporte, et sur le carbone de droite, entre méthyle et phényl, c'est le phényl qui l'emporte. Les deux groupements prioritaires selon CIP sont de part et d'autre de la double liaison. Alors, concernant la suite de cet exercice, j'ai fait une petite pause et j'en ai profité pour reprendre l'exercice initial. J'ai fait une petite boulette en fait, enfin plutôt l'exercice que j'ai pris n'était pas tout à fait précis, puisque il proposait de réfléchir non pas sur ce substrat avec la stéréochimie, mais sur un substrat représenté en plan. Et dans cette représentation plane, on peut envisager a priori de former soit l'alcène E qui est ici, soit l'alcène Z. Là, le raisonnement que je vous ai proposé met directement le bon substrat avec la bonne stéréochimie et on voit qu'on ne peut former que l'alcène E. Donc en fait, pour la première question, au lieu de former a priori 3 produits d'élimination, on vient de montrer qu'on ne peut en former que 2. Le troisième qui serait ici, l'isomère où on aurait le méthyle de l'autre côté, sur l'autre atome de carbone, ne peut pas se former à cause de la condition de mettre l'hydrogène à éliminer et le groupe partant, tous les deux en position antipériplanaire. Et du coup, pour la deuxième question, elle est un petit peu caduque vu qu'on nous dit que expérimentalement, on obtient une loi de vitesse d'ordre 1 par rapport au substrat et 1 par rapport aux ions hydroxydes. Donc ça correspond à un mécanisme E2. De plus, le produit majoritairement obtenu n'est pas celui de la question précédente, et c'est plutôt son diastéréoisomère. Et là, pour le coup, eh bien, c'est sans nul doute ce produit-là qu'on obtient, puisque on a respecté la condition antipériplanaire. Donc là, exercice un petit peu bancal, je ne vous le cache pas. Pour terminer, l'exercice numéro 4 qui va nous faire travailler sur la conformation chaise des cyclohexanes. Alors, dans l'exercice 4, on nous dit qu'on travaille avec le substrat A, dont on nous donne la représentation. Et on commence par nous demander de dessiner la molécule A avec toutes les liaisons CH. Donc là, c'est pour voir si on a bien appris sa leçon sur les conformations. Donc on commence par placer le cyclohexane. On va mettre les atomes qui sont déjà dessinés. Un brome ici, un fragment CH3, et là, un fragment éthyle C2H5. Alors, pour les autres atomes d'hydrogène, d'abord ceux en position axiale vers le haut, puis ceux en axiale vers le bas. Là, ici, la position est déjà occupée. Et ensuite, les équatoriales, là, parallèle à ici, parallèle avec celle-là, déjà dessinée, et celle-ci, parallèle avec celle-là. Il suffit ensuite de rajouter les hydrogènes. Souvenez-vous, lorsque vous faites ce type de représentation, de vous assurer d'avoir les bons parallélismes entre les différentes liaisons. Question numéro 2, déterminer le descripteur stéréochimique de chaque atome de carbone asymétrique. Alors les atomes de carbone asymétriques dans cette molécule, il y en a 2. On va les mettre en évidence. Celui qui est ici, à gauche, portant le fragment éthyle, et celui qui est à droite, portant le fragment méthyle et également l'atome de brome. Donc là, pour pouvoir déterminer les descripteurs stéréochimiques, on doit classer les groupements selon CIP. Et ce que je vous propose de faire, de façon à s'entraîner un petit peu, c'est faire un arbre de ramification.
Les deux atomes de carbone, je vais les appeler, je sais pas, CA à gauche et CB à droite. Et on va faire l'arbre de ramification pour le carbone C étoile A dans un premier temps. Alors ce carbone A va être relié à 3 atomes de carbone, un du fragment éthyle, un qui est là, un autre là-haut, et le dernier c'est un hydrogène. On est déjà donc sûr et certain que l'hydrogène sera numéro 4 selon CIP. En ce qui concerne les 3 atomes de carbone, au rang 1, indétermination, on pousse donc l'analyse au rang 2. Alors pour les carbones du cycle, par exemple pour celui-ci, il va être relié au carbone Cb et à 2 atomes d'hydrogène. Pour le carbone du cycle qui est là-haut, il est relié à un autre carbone de cycle et à 2 hydrogènes. Et pour le carbone du fragment éthyle, il va être relié à un carbone et à 2 hydrogènes. Les 3 embranchements sont identiques, donc on pousse au rang suivant. Le carbone Cb est relié à un brome, à un carbone de CH3 et à un carbone de CH2, celui qui est ici dans le cycle. Pour le carbone qui est là, lui il continue à être relié dans le cycle, donc il y aura carbone H et H. Et pour le carbone qui est ici celui du fragment éthyle initialement, eh bien, le dernier c'est un fragment méthyle, donc il est relié à 3 hydrogènes. Et à partir de là, on a le classement. Le brome est prioritaire sur le carbone, lui-même prioritaire sur l'hydrogène. Par conséquent, le groupement 1 selon CIP, ce sera ce carbone-là. Le groupement 2, ce sera le carbone qui est ici. Le groupement 3, le voici. Et le groupement 4, c'est la liaison CH. Bien. Une fois qu'on a établi ça, on dresse la représentation en projection de Newman depuis le carbone asymétrique vers le fragment numéro 4 selon CIP. Donc pour ça, on va imaginer qu'on place notre œil au-dessus de la liaison carbone A hydrogène. On va donc observer ici au-dessus de l'œil le fragment méthyle C2H5. Puis sur la gauche le carbone C1, sur la droite le carbone C2. Le méthyle, lui, c'est le fragment numéro 3. Et donc lorsqu'on tourne dans le sens 1, 2, 3, arrivé en haut, on regarde le sens de la flèche, elle pointe vers la gauche. Le descripteur stéréochimique, c'est donc un descripteur S pour le carbone A. J'ai effacé le brome qui était ici. Le voilà. Pour le carbone B, eh bien, à nouveau, un petit arbre de ramification. Alors, le carbone B est relié tout d'abord à un atome de brome, numéro atomique élevé, ce sera numéro 1 selon CIP. Il est également relié à un fragment méthyle, qui va être numéro 4, et à 2 fragments CH2. Donc les 2 fragments CH2, il y a celui qui est ici, qui va être relié à un carbone ramifié, et celui qui est là, qui est relié à un carbone non ramifié. Donc finalement, à partir de cette analyse assez rapide, on peut déjà mettre l'ordre de priorité selon CIP, le brome numéro 1, le CH3 numéro 4, le carbone qui est là, pour le carbone B, sera classé numéro 2, et celui qui est ici, numéro 3. On fait ensuite la représentation Newman du carbone vers le numéro 4. Et vous voyez qu'ici, ça reviendrait à mettre notre œil au milieu du cycle, à peu près ici en dessous, par rapport au plan moyen, pour regarder dans le sens numéro 4. Ou alors, on peut utiliser la petite ruse qu'on avait vue dans la leçon sur les descripteurs stéréochimiques. On regarde du numéro 4
vers le carbone et on inverse la règle de détermination RS. Donc si on fait ça, on obtiendrait en bas l'atome de brome, sur la droite le carbone C3, sur la gauche le carbone C2, le brome lui il est numéro 1, et lorsqu'on tourne dans le sens 1, 2, 3, la flèche pointe vers la droite, mais vu qu'on a inversé le sens, ça veut dire que le descripteur est S. Bien, une fois qu'on a ça, on nous demande de nommer le substrat A. Alors, pour pouvoir le nommer, je vous propose de le réécrire en topologique. On a sur un atome de carbone méthyle et brome qui sont de côtés différents par rapport au plan moyen du cycle. Je vais les représenter ici. Brome et méthyle. Et sur l'autre atome de carbone, vous voyez que le fragment éthyle, il est du même côté du cycle que le fragment CH3. Donc, ici, vers l'arrière, je vais mettre le fragment éthyle. En ce qui concerne la numérotation, la fonction principale, ce sera la liaison carbone-brome. Le carbone sera numéro 1, et on va numéroter dans le sens des aiguilles d'une montre, de façon à avoir, pour le fragment éthyle, qui est ici, l'indice numérique le plus petit possible. Si on devait donner le nom de cette molécule, eh bien c'est un dérivé du cyclohexane avec différents substituants. On a un brome en position 1, un méthyle en position 1, il faut les donner par ordre alphabétique, et on a également un éthyle en position 3. Donc, on aurait, je vais faire un petit peu de place en dessous, donc la fin du nom, ce sera du cyclohexane. Parmi les trois groupements, on a éthyle, brome et méthyle. Donc ce sera du 1 bromo, 3 éthyle, 1 méthyle, cyclohexane. Donc voilà pour le nom de la molécule. Il faut encore préciser l'information stéréochimique portée par les carbones numéro 1 et numéro 3. On a dit que le descripteur stéréochimique c'était S dans les deux cas. Et donc on doit noter ça en début de nom. Il s'agit donc ici du 1S, 3S, 1 bromo, 3 éthyle, 1 méthyle cyclohexane. Là, ici, je l'ai un peu mal écrit, mais c'est censé être attaché. Pour la question suivante, on nous dit que le composé A réagit avec le méthanol, CH3OH, et on obtient un mélange équimolaire de deux composés, qu'on a noté B1 et B2, qui ont la même formule brute, C10H20O. Alors déjà, quand on analyse cette formule brute, on voit qu'il n'y a plus d'atome de brome et qu'il y a un atome d'oxygène. Donc, ça sent la substitution. On nous demande de représenter les composés B1 et B2. Et aussi de discuter du pouvoir rotatoire du mélange obtenu. Alors, pour pouvoir représenter les produits, on va reprendre la structure du substrat. On avait mis le brome à l'avant, je crois. Étant donné qu'on est en train ici de réaliser de la substitution, puisqu'on le voit, hein, le nombre d'insaturations va être constant, égal à 1, les deux produits auxquels on peut aboutir sont les suivants. Donc on fait intervenir le méthanol. Au passage, le méthanol, c'est un nucléophile qui est assez mauvais, mais si on l'utilise comme solvant, eh bien, on va avoir une très grande concentration, ce qui va permettre les substitutions nucléophiles.
Et concernant les deux produits qu'on peut former, ce sera deux produits stéréoisomères de configuration, un pour lequel l'oxygène aura attaqué et se sera fixé à l'avant, l'autre pour lequel l'oxygène aura attaqué et se sera fixé à l'arrière. Et en ce qui concerne les sous-produits, eh bien, on aura un ion bromure et un ion H+. Est-ce qu'on nous demande de décrire le mécanisme réactionnel? On ne nous le demande pas, mais je vous propose de le faire quand même pour essayer de bien comprendre pourquoi est-ce qu'on va former ces deux produits. Donc, on a mis en évidence, grâce à la formule brute du produit, qu'on fait une réaction de substitution nucléophile. Est-ce qu'il s'agit d'un mécanisme monomoléculaire ou bimoléculaire? Regardons d'abord la structure du substrat. Le carbone fonctionnel porteur du groupe partant, il est secondaire puisqu'il est relié à deux autres carbones. On sait qu'un carbone secondaire va donner plutôt un mécanisme SN1, mais la proportion de mécanisme SN2 n'est pas négligeable. En ce qui concerne le solvant, le méthanol est un solvant polaire, protique et dissociant. Il favorise l'apparition des cations, des anions, et il les stabilise par des interactions ion-dipôle. Par conséquent, le méthanol est un solvant plutôt favorable au mécanisme SN1. Donc la conclusion de cette analyse rapide, c'est que le mécanisme qu'on va devoir écrire est un mécanisme SN1. De plus, vous voyez que le méthanol utilisé ici, c'est un nucléophile de type NuH. Et on avait vu que lorsqu'on avait ce type de nucléophile, il y avait une étape supplémentaire acido-basique permettant de produire le H+. On va mettre tout ça en évidence maintenant sur les déplacements électroniques. Donc je commence par réécrire la structure du substrat. Je vais marquer ET pour le fragment éthyle, ME pour le fragment méthyle, et pour le brome, on va ajouter ces doublés non liants. Puisque c'est un mécanisme SN1, la première étape est une rupture hétérolytique qui laisse le groupe partant s'en aller. Cette étape est difficile dans le sens direct, facile dans le sens retour. Donc là, ici, dans le sens direct, c'est une étape cinétiquement déterminante. Et elle permet de former un carbocation. Alors, sur le carbone qui est ici en haut à droite, on a là un méthyle vers l'arrière. Je vais d'abord écrire une bêtise pour ensuite l'effacer. On pourrait envisager cette écriture avec un méthyle, une lacune électronique et une charge plus. Posez-vous un instant et demandez-vous pourquoi cette représentation n'est ni queue ni tête. Lorsqu'on regarde l'atome de carbone porteur de la lacune électronique, celui qui est là, il a comme géométrie AX3E0 d'après VSEPR. Il est donc trigonal plan. Si cette liaison-là est dans le plan de la représentation, que l'autre liaison du cycle est aussi dans le plan de la représentation, la troisième liaison, celle avec le méthyle, est obligatoirement dans le plan de la représentation. Elle ne peut pas être ici vers l'arrière. Donc ça, c'est la seule représentation possible pour ce carbocation. On n'oublie pas le sous-produit qui est l'ion Br-. Arrivé ici, l'ion Br-, on n'en a plus besoin, on ne le réécrit pas, et dans l'acte élémentaire numéro 2, on repart du carbocation. Le nucléophile avec lequel on travaille, c'est du méthanol, MEOH.
L'attaque du nucléophile sur la lacune va se faire de façon équiprobable sur les deux faces du carbocation. L'acte élémentaire est quasiment non renversable. On va faire ici l'approximation qui ne l'est pas du tout. Et on va avoir comme produit donc un issu de l'attaque vers l'arrière, l'autre issu de l'attaque vers l'avant. Donc le produit que je viens de dessiner ici est issu de l'attaque de l'oxygène par rapport à l'avant, comme ici avec mon doigt, et lorsque l'oxygène attaque par l'avant, il se fixe en restant à l'avant. L'autre produit est issu de l'attaque par l'arrière. Le voici. Une fois qu'on est ici, on repère dans ces deux structures un atome d'oxygène porteur d'une charge plus, c'est quelque chose qui est instable. L'oxygène ne va pas rester sous cette forme-là, il va spontanément évoluer en récupérant des électrons à l'atome le moins électronégatif auquel il est relié. Ce sera ici un atome d'hydrogène. Donc, que ce soit pour l'un ou l'autre des deux composés, le dernier acte élémentaire consiste pour l'oxygène à récupérer des électrons, là ici. Même chose. Et on aboutit aux deux produits qu'on a écrits, que je viens d'effacer, et à un ion H+, qui se sépare du reste de la molécule. Donc souvenez-vous bien, cette dernière étape, dont je n'ai pas écrit la flèche, là vous pouvez rajouter sur cette flèche AB pour préciser que c'est une étape acido-basique, au sens de Brønsted. Bien, donc, question numéro 5, on nous demande de discuter du pouvoir rotatoire du mélange obtenu. Alors, les deux composés qu'on obtient sont obtenus en proportion 50-50, puisque l'attaque est équiprobable. Le pouvoir rotatoire, je vous rappelle, il est lié à l'activité optique des molécules, c'est-à-dire à leur chiralité. Si je nomme les deux produits, donc B1 et B2, mettons que celui de gauche soit B1 et celui de droite B2, eh bien pour savoir si B1 a une activité optique, vous dessinez sa structure, vous mettez un miroir plan et vous dessinez l'image de B1 par le miroir plan. Ensuite, vous retournez l'image de B1 par ce miroir et vous voyez si ça se superpose ou non à l'objet initialement. Vous allez voir que l'image de B1 ne se superpose pas à B1. La molécule B1 est une molécule chirale et donc elle va être optiquement active. La molécule B2, faites à nouveau le dessin, vous dessinez cette structure, vous faites l'image à travers le miroir, puis vous retournez la molécule pour voir si ça se superpose à l'image, à l'objet initial, et vous allez mettre en évidence que B2 est une molécule chirale. Donc, nous avons un mélange équimolaire de deux molécules chirales. Y a-t-il une activité optique? Eh bien, très certainement. Pourquoi? Parce que les composés B1 et B2 ont entre eux une relation de stéréochimie particulière qui est de la diastéréoisomérie. Les diastéréoisomères sont des molécules qui ont des propriétés physiques différentes, en particulier le pouvoir rotatoire spécifique, et donc les deux pouvoirs rotatoires des molécules ne vont très probablement pas se compenser, et le mélange va posséder une activité optique. Ici, méfiez-vous, cette question peut être une question piège. Un candidat qui ne serait pas suffisamment attentif se dirait « j'ai un mélange équimolaire de deux molécules, donc c'est un mélange racémique, donc pas d'activité optique ».
En réalité, ce n'est pas un mélange racémique, puisque ces mélanges racémiques ne correspondent qu'à un mélange équimolaire de deux énantiomères, et ici, eh bien, c'est un mélange équimolaire de deux diastéréoisomères. C'est pas la même chose. Bien, pour la suite, on nous dit maintenant qu'on fait réagir A avec de la soude de formule NaOH. Plusieurs réactions sont en compétition. Donc ça, c'est une partie un petit peu complexe. Elles conduisent au produit de formule brute C9H16 d'une part et C9H18O. Dans la question numéro 6, on nous demande de discuter des réactions mises en jeu et des mécanismes d'une part, et discuter également des produits qui sont formés. Alors, tout d'abord, lorsqu'on analyse les deux formules brutes auxquelles on aboutit, on en a une qui est C9H16. C'est la question 6. Quel est le nombre d'insaturations dans cette structure? Bien, si on avait un alcane à 9 atomes de carbone, il aurait comme atome d'hydrogène 2 fois 9 plus 2, c'est-à-dire C9H20. On constate qu'entre les deux, il y a deux molécules H2 qui ont été perdues. Par conséquent, dans la molécule de formule brute C9H16, il y a deux insaturations. Étant donné que dans le substrat A, il y a déjà un cycle, probablement que l'une de ces deux insaturations est un cycle, et étant donné que la molécule de formule brute C9H16 n'a pas de groupe fonctionnel, c'est probablement un alcène qui a été formé. Donc là, ici, les deux insaturations sont probablement un cycle plus une double liaison carbone-carbone, ce qui voudrait dire que ce composé est issu d'une réaction d'élimination. L'autre composé de formule C9H18O, eh bien, celui-ci, il a une seule insaturation, et donc c'est très probablement le cycle qui était initialement présent dans le substrat. On remarque en plus que dans cette structure, C9H18O, il y a un atome d'oxygène qui remplace l'atome de brome. Par conséquent, on peut envisager les choses de la façon suivante. Il peut y avoir une élimination qui mène à un alcène et une réaction de substitution nucléophile. En ce qui concerne d'abord l'élimination, eh bien, on en a une seule qui est au programme pour l'instant. Ce sera une élimination bimoléculaire. Et donc, si on reprend la structure du composé A, tiens d'ailleurs, je suis en train de le dessiner comme ça, mais c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus judicieux pour voir le critère antipériplanaire. Je vais reprendre par conséquent la chaise. Alors, le brome est ici en axial vers le bas. Il y a là un fragment méthyle, et là, en équatorial vers le haut, un fragment éthyle. Donc là, j'ai repris la structure donnée sur le sujet. Pour avoir une élimination, eh bien, on va utiliser une base, et d'après ce qu'on nous dit, la base ici, c'est de l'hydroxyde de sodium, donc les ions HO- jouent le rôle de base. Et pour pouvoir faire une élimination E2, il faut que la base arrache des hydrogènes en antipériplanaire du groupe partant. On prend un instant pour analyser la structure du substrat. Le brome, c'est un halogène, donc un groupe partant. Le carbone auquel il est relié, on l'appelle le carbone alpha. Les carbones voisins,
On les nomme bêta et ils sont différents. On a ici le carbone bêta 1 et le carbone bêta 2. Ces carbones portent-ils des atomes d'hydrogène en antipériplanaire du brome? La réponse est oui. Sur le carbone bêta 1, l'hydrogène qui est ici en axial vers le haut porte un atome d'hydrogène qui est bien avec une liaison parallèle à la liaison carbone-brome. Pour le carbone bêta 2, c'est la même chose. Celui qui est en axial vers le haut peut être éliminé par la soude. Ça veut dire qu'on a ici deux attaques possibles. La première, je vais la représenter en noir, c'est l'hydroxyde qui attaque l'hydrogène porté par le carbone bêta 2. Les électrons vont venir se mettre entre le carbone bêta 2 et le carbone alpha, ce qui va faire partir le groupe partant Br. Cette réaction va donc former l'alcène suivant, que je vais représenter en noir. Et donc, vous repérez ici, donc c'est un dessin en topologique, et vous voyez que c'est bien entre le carbone alpha, que je vais rementionner ici à droite, et le carbone bêta 2, qu'il y a eu une élimination. L'autre attaque possible porte sur l'hydrogène porté par le carbone bêta 1. Les électrons se rabattent entre le carbone bêta 1 et le carbone alpha. Départ du groupe partant, de la même façon. Donc là d'ailleurs, je n'ai pas noté les sous-produits. On a comme sous-produit Na+, Br-. Et même chose en bas, je vais écrire le produit en vert. Alors, la liaison se forme entre le carbone alpha et le carbone bêta 2 qui est ici. Le carbone portant le fragment éthyle n'est pas affecté par la réaction et on a ici le fragment méthyle. Je vais remettre les notations, carbone alpha et là carbone bêta. Donc finalement, les produits de formule brute C9H16 eh bien, sont au nombre de 2 et ils sont régioisomères puisque on va modifier entre eux la position de la double liaison carbone-carbone. Est-ce qu'entre les deux, il y en a un qui va être favorisé en vertu de la règle de Zaïtsev? Est-ce qu'il y en a un plus stable que l'autre? Eh bien, il n'y a pas de conjugaison ni dans ce produit-là, ni dans celui-ci. La double liaison en noir, elle est triplement substituée. On voit ici un premier fragment carboné, un deuxième et un troisième. Et dans le produit vert, un fragment carboné, un deuxième et un troisième. Donc au final, les liaisons sont avec la même substitution. La règle de Zaïtsev ne permet pas de savoir s'il y en a un des deux qui va être obtenu en proportion plus grande que l'autre. Concernant maintenant le mécanisme de substitution. Alors pour la substitution, on nous dit qu'on fait réagir A avec de la soude, on ne nous parle pas de solvant. Donc, ok, on va faire avec. Si on reprend la structure du substrat, on remarque que le carbone fonctionnel, celui qui porte le groupe partant, c'est un carbone tertiaire. Les carbones tertiaires sont plutôt favorables au mécanisme de substitution nucléophile monomoléculaire parce que le carbocation auquel ils aboutissent, c'est un carbocation tertiaire et donc plutôt stable. Donc le produit de substitution nucléophile est issu d'un mécanisme SN1. Et donc on va maintenant écrire ce mécanisme.
Dans un premier temps, rupture hétérolytique permettant le départ du nucléofuge. On forme un carbocation plan au cours d'un acte élémentaire renversable. Et dans un deuxième temps, les ions hydroxydes vont intervenir cette fois non plus comme une base, mais comme un nucléophile. Donc là, sur la flèche, vous voyez qu'au-dessus, je fais intervenir H- pour dire que j'en prends maintenant compte dans la suite de la réaction. Et en dessous, entre parenthèses, je mets moins Dr- pour préciser que dans la suite, je ne vais pas réécrire systématiquement l'ion bromure. Donc l'attaque de l'ion hydroxyde se fait au niveau du carbocation et de façon équiprobable. Par conséquent, on va obtenir 50% d'attaque par la face avant de l'alcène, 50% par la face arrière. Et on obtient donc deux produits au final. Celui-ci, issu de l'attaque de l'ion hydroxyde par la face arrière, il attaque derrière et donc il se fixe en restant derrière. Et l'autre produit, celui-ci est issu de l'attaque de l'ion hydroxyde par la face avant, et puisqu'il se fixe par l'avant, il reste devant. La relation de stéréoisomérie entre les deux produits, eh bien, le descripteur de ce carbone change alors que celui de l'autre carbone ne change pas, c'est donc de la diastéréoisomérie. Alors, pour finir, on nous dit que on appelle grand C le produit obtenu en substituant à A le groupement éthyle par un groupement tertiobutyle et le groupement méthyle par un hydrogène. On va déjà prendre un instant pour écrire la structure du composé C. Et donc, on nous dit que pour C, on substitue le groupe éthyle par un groupe tertiobutyle. Donc, le groupe tertiobutyle, c'est CH3 trois fois. Et le groupement méthyle par un hydrogène. Donc, le méthyle, il est ici, il est remplacé par un hydrogène. Et donc, le brome, on ne le change pas. On nous dit que D est l'isomère de C, où le brome et le groupe tertiobutyle sont en position 6. 6, ça signifie qu'ils sont du même côté par rapport au plan moyen du cycle. Regardez ici, la liaison carbone-brome pointe vers le bas par rapport au plan moyen du cycle qui est là, alors que la liaison carbone-tertiobutyle pointe ici vers le haut. Donc, ces deux liaisons que je vais mettre ici en évidence, on peut dire qu'elles sont en trans, pour préciser qu'elles sont l'une vers le bas, l'autre vers le haut. Et donc, pour le composé D, il faut qu'elles soient toutes les deux du même côté. Très bien. Et on a le choix entre les mettre tous les deux en bas ou tous les deux en haut. Là, ici, je vais choisir de laisser le tertiobutyle dans cette position parce qu'il est en équatorial et on sait que les fragments volumineux en équatorial, c'est favorable. Et je vais donc changer la configuration du brome, le mettre à la place de l'hydrogène. Dans la molécule D,
On a ici cette liaison qui pointe au-dessus par rapport au plan moyen du cycle. Celle-ci, même chose. C'est donc un stéréoisomère 6. Très bien. On nous dit donc de représenter C et D. Bien voilà, la question 7, elle est ici. Et juste en dessous, question 8, expliquez pourquoi le composé C réagit 500 fois plus vite avec le LDA que l'isomère D pour une réaction de type élimination bimoléculaire. Alors tout d'abord, on parle donc d'élimination bimoléculaire. Je vous rappelle que pour ce type de réaction, il faut utiliser une base et que le LDA, diisopropylamidure de lithium, c'est une très bonne base puisque le site basique, qui est l'atome d'azote, est encombré par la présence de fragments diisopropyl. Donc ce composé-là, c'est une base forte. Vous pouvez même retenir le pKa associé au couple diisopropylamine-diisopropylamidure. Donc pour la diisopropylamine, je vais noter ça IPR2NH et le diisopropylamidure IPR2N-. Le pKa est aux alentours de 35. C'est donc une base quand même qui est bien forte. Alors pourquoi le composé C réagit plus vite que le composé D? Pour une réaction E2, il faut que l'hydrogène éliminé par la base soit en antipériplanaire. Là ici, lorsqu'on analyse la structure de C, on remarque qu'il y a deux fragments substituants. Un tertiobutyle, très volumineux, et un brome qui est moins volumineux. Par conséquent, la conformation chaise la plus stable, c'est celle qu'on a représentée ici. Celle où le brome est malheureusement pour lui en position axiale. En position axiale, il y a les hydrogènes que je vais mettre ici en évidence, qui lui sont antipériplanaires, et donc qui peuvent être attaqués par le double non-liant de l'azote du LDA, qui vont donner du coup la possibilité de former un alcène ici, ou un alcène à cet endroit. En ce qui concerne le composé D, eh bien, étant donné qu'on a les deux groupements substituants en position 6, ils vont avoir tendance à se mettre, comme ici, en position équatoriale. Et vous pouvez analyser les parallélismes lorsqu'une liaison carbone groupe partant est en position équatoriale. Il n'y a aucune liaison CH qui est en position antipériplanaire. Par conséquent, la conformation la plus stable de la molécule D n'est pas réactive selon le mécanisme E2. Si on voulait avoir pour D une conformation réactive, il faudrait d'abord inverser la chaise. Et l'inversion de la chaise mettrait le tertiobutyle en axial, le brome en axial, et c'est seulement lorsque le brome est en axial qu'il pourrait réagir. Donc, si on résume ce qu'on a dit ici, les deux conformations chaises du composé C, la plus stable des deux, met le brome en axial, ce qui le rend éliminable. Pour le composé D, deux conformations chaises, la plus stable met le brome en équatorial, ce qui le rend impossible à éliminer. Par conséquent, il est plus facile, donc plus rapide, de faire une élimination sur C que sur D. Bien donc, avec ceci, on termine la première partie d'exercice et pour la suite, on traitera d'exemples un petit peu plus coriaces.